Je pense qu'on a trouvé l'affaire la plus étrange qui ait jamais existé, du moins la plus loufoque en termes d'affaires criminelles. Ça se passe en Allemagne. À titre personnel, j'en ai vu passer des histoires, mais là, c'est vraiment un délire total. Alors, on l'appelle l'affaire du fantôme d'Helborn. Eh bien, c'est l'une des énigmes les plus déroutantes de l'histoire judiciaire européenne, parce que pendant 16 longues années, les forces de l'ordre de plusieurs pays ont traqué une mystérieuse criminelle. Sauf que le problème, c'est qu'on n'arrivait jamais à attraper cette dame, parce qu'on avait constaté que c'était une femme. Son ADN était partout en Europe, et donc c'est pour ça qu'on appelait ça un fantôme, puisque on n'arrivait pas à l'attraper. Mais elle était partout. Vous allez voir que la fin est juste exceptionnelle. On est le mercredi 25 avril 2007, c'est une journée absolument normale à Helborn en Allemagne. C'est une ville tranquille d'environ 120 000 habitants dans le Bade-Württemberg. Donc vous avez une dame qui est policière qui s'appelle Michelle Kiesewetter, on dira les prénoms parce que ça va être complexe. Cette dame, elle est née le 20 décembre 84 à Oberweibach dans la forêt de Thuringe. Cette policière allemande, elle est sportive depuis son enfance, elle va pratiquer le biathlon et la course à pied. Son caractère jovial et déterminé l'a naturellement menée vers une carrière dans les forces de l'ordre. Et donc c'est à 18 ans, en 2002, qu'elle va intégrer l'école de police allemande, notamment l'école de police de Bade-Württemberg. Elle a des capacités physiques qui font d'elle une très bonne policière, mais aussi des capacités intellectuelles très bonnes. Tout ça combiné à un sens du service public, ça en fait rapidement un élément prometteur, une très bonne policière. Après tout ça, elle va être affectée au commissariat d'Helbronn, et elle est très contente d'y être. Tout se passe bien. Son partenaire ce jour-là, qui s'appelle Martin, qui a 24 ans, c'est un policier expérimenté, qui apprécie la rigueur et le professionnalisme de sa jeune collègue. Et donc ensemble, ils vont former un binôme très efficace qui patrouille régulièrement dans le quartier, justement, d'Helbronn, là où ils sont affectés. Tout simplement, une vie de flic, tout ce qu'il y a de plus simple, pour l'instant. Un jour, il est 13h30, ils vont décider de faire leur pause déjeuner parce qu'ils ont la dalle. Ils vont se diriger vers le Theresienwiese. Les noms, j'ai du mal, hein. C'est un parc en Allemagne. Donc c'est une zone qui est près du centre-ville, qui offre un cadre paisible, idéal, pour faire une fameuse pause. Ils vont garer leur véhicule de patrouille Volkswagen Passat sous l'ombre des arbres. À l'écart de la circulation, voilà, ils veulent pas trop qu'on voit que leur véhicule est là. Alors, il fait plutôt beau, c'est la fin avril, et vous avez de nombreux promeneurs qui profitent de cette belle journée, sauf que soudain, vers 14h, donc peu après qu'ils soient arrivés, vous avez des individus qui vont s'approcher de leur véhicule très discrètement. Les agresseurs ont probablement observé les policiers depuis plusieurs minutes avant de passer à l'action. Et là, va se passer une attaque extrêmement violente et extrêmement rapide. On entend des coups de feu qui retentissent dans le calme du parc. Michel, qui était assis côté passager, va être touché d'une balle à la tête, tirée à bout portant. Vous avez un projectile de calibre 7,65 qui va être retrouvé dans son crâne. Évidemment, elle va mourir sur le coup. Martin, lui, qui est au volant, il reçoit également une balle dans la tête, mais il va survivre contre toute attente, dans un état plutôt végétatif, donc voilà, une demi-survie. Alors les agresseurs s'emparent rapidement des armes de service des deux policiers, notamment 2 pistolets Heckler & Koch, des P2000, avec leurs munitions, ainsi que les équipements radio. Évidemment, on comprend très rapidement que l'agression, elle visait à voler les armes. Vous avez les premiers témoins qui vont alerter les secours, puisqu'il y a des coups de feu de partout. Les services d'urgence vont arriver en quelques minutes. Elle va être transportée d'urgence au centre hospitalier d'Helbronn, et là on va constater son décès. Martin, comme je vous disais, il est dans un état critique, il est placé en soins intensifs, il va rester dans le coma plusieurs jours avant de reprendre connaissance, sans aucun souvenir des événements et avec évidemment des effets secondaires, enfin du moins des traumatismes plutôt liés à une balle dans la tête. Ça peut faire mal. La mort de Michel, ça va bouleverser complètement tout le petit commissariat, mais aussi sa famille, bien entendu. Et à ses obsèques, il y a énormément de gens qui vont venir parce que les gens sont touchés. L'enquête commence immédiatement sous la direction de la police criminelle de Bade-Württemberg. Et donc vous avez des premiers éléments comme ça où on va imaginer que c'était un règlement de compte ou même une attaque, je ne peux pas dire le mot, ou un crime crapuleux qui a mal tourné où on voulait juste voler les armes. Il y a ces pistes qui vont commencer à être engagées. Vous avez des techniciens de la police scientifique qui vont examiner minutieusement le véhicule et ses environs. Ils relèvent de nombreux indices, traces de pas, empreintes digitales, fibres textiles, résidus de poudre. Mais surtout, ce qui nous intéresse nous, c'est qu'ils relèvent, ils vont relever plusieurs traces d'ADN. Ces prélèvements sont effectués selon les protocoles standards en utilisant des échouillons stérilisés pour éviter toute contamination. Et donc les résultats vont arriver, on va retrouver 3 ADN distincts. Vous en avez 2 qui correspondent policier, mais le troisième profil surprend les enquêteurs car il appartient à une femme totalement inconnue. Cet ADN féminin se retrouve sur plusieurs éléments du véhicule, notamment le tableau de bord, la boîte à gants, le volant, les équipements de police, et donc cette présence d'ADN un peu partout comme ça suggère qu'elle aurait passé du temps à trifouiller toutes les affaires après avoir agressé les 2 policiers. Ça semble un peu bizarre. Et en plus ça contredit les témoignages, parce qu'il y a plein de gens qui ont vu la fusillade, ils ont dit que c'était hyper rapide, personne n'a vu quelqu'un trifouiller un petit peu partout. On touche à un point qui commence à être un peu étrange. Les enquêteurs s'interrogent, ils comprennent pas trop la situation, parce qu'aucun témoin n'a signalé de femme lors de l'attaque. Martin, une fois sorti du coma, va confirmer qu'aucune femme ne se trouvait dans le véhicule
avant l'agression. Du moins, il se souvient à peu près, donc il n'est pas très fiable en termes de mémoire, puisqu'il s'est quand même pris une balle dans la tête. Et donc cette présence génétique d'une femme sur le lieu de l'agression, une femme inconnue, ça reste un mystère. La conclusion des fichiers de police révèle une information stupéfiante qui va transformer l'enquête. Parce que l'ADN de cette femme inconnue figure déjà dans la base de données nationale depuis 1993, associée à de multiples affaires criminelles jamais résolues. On est en présence d'un fantôme. Pas fantôme stricto sensus, hein, on n'est pas dans le paranormal, attention. Hein. On est sur des cas concrets là, hein, les amis. Donc cette découverte, elle va changer complètement la perspective. L'assassinat de Michelle n'est plus considéré comme un crime isolé, mais comme le dernier méfait d'une criminelle récidiviste qui est active depuis 14 années. Donc là on se dit, attendez mais il y a une tueuse en série femme qui est là depuis 15 ans, qui bute tout le monde, on n'arrive pas à l'attraper. Très bizarre. Alors déjà le profil est complètement improbable parce que ça n'existe quasiment pas, et en plus le fait de pas pouvoir attraper les personnes comme ça au bout d'autant de temps, ça paraît étrange. La consultation des bases de données européennes révèle l'ampleur réelle du phénomène. L'ADN de cette femme mystérieuse apparaît sur 40 scènes de crimes différentes, réparties sur 14 années et couvrant un territoire géographique absolument considérable. On parle à peu près de l'entièreté de l'Europe. C'est-à-dire que la nana irait buter des gens un peu à droite à gauche, que ce soit juste des vols, mais aussi des meurtres, des choses comme ça. Mais le premier crime qui est associé à cet ADN de femme mystérieuse, il remonte au 28 mai 93, notamment avec le meurtre d'une retraitée de 62 ans à Idar Oberstein, en Rhénanie-Palatinat. À ce moment-là, la victime a été étranglée durant un cambriolage qui avait mal tourné, malheureusement. Ce qui est très bizarre également, c'est que cette femme, elle est reliée à plein d'affaires, mais qui n'ont rien à voir. Vol dans un supermarché, étranglement de quelqu'un, des trucs où tu te dis, mais c'est pas possible. Sur cette première affaire de 93 où on avait retrouvé ce mystérieux ADN, l'appartement avait été fouillé de fond en comble et les objets de valeur avaient disparu, mais les enquêteurs n'avaient trouvé aucune trace évidente du ou des auteurs, à part cette fameuse trace ADN. Bon, au cours des années suivantes, cet ADN mystérieux réapparaît sporadiquement sur diverses scènes de crimes à travers l'Allemagne. À chaque fois, les enquêteurs constatent avec perplexité la présence de cet ADN féminin, sur des affaires apparemment sans aucun lien. Et les crimes sont très variés, comme je vous l'ai dit, cambriolage, vol à main armée, agression, et parfois des meurtres. C'est vraiment la diversité criminelle, là. Alors, comme je vous l'ai dit, on va la retrouver un petit peu partout en Europe, parce qu'en Autriche, on va également retrouver son ADN sur des scènes de crimes, notamment à Vienne, à Salzbourg, à Innsbruck, et la France n'est pas épargnée non plus puisqu'on en retrouve là-bas. L'ADN est retrouvé sur plusieurs scènes françaises, notamment en Charente-Maritime, près de Royan, où un corps partiellement carbonisé est découvert en avril 2007. Tout ça quelques jours seulement avant l'assassinat d'Heilbronn. Donc cette typologie de crime, elle couvre un spectre extrêmement large et c'est du jamais vu, hein, c'est totalement inédit. Les enquêteurs là vraiment ils sont paumés. Les cambriolages représentent la catégorie la plus nombreuse où on va retrouver cet ADN, avec des modes opératoires qui sont variés. Et ça aussi c'est très bizarre parce que les cambrioleurs souvent font un petit peu la même chose quand ils cambriolent, mais là vous avez plein de techniques de cambriolage qui sont associées à cette seule femme, notamment des effractions nocturnes dans des maisons, ou alors des cambriolages de bureaux et commerces en plein jour, ou alors des vols de véhicules avec des techniques différentes d'ouverture et tout, mais c'est improbable. Alors vous avez les vols à main armée qui constituent une autre catégorie importante, qui vise principalement des commerces de proximité, des épiceries, stations-service, bureaux de tabac, etc. Et là les témoins évidemment ils décrivent des agresseurs qui sont masqués, ce qui explique aussi pourquoi on n'a jamais su identifier cette femme. Vous avez 6 meurtres qui sont directement attribués à cette criminelle, dont celui de Michelle en Allemagne. Ces homicides, ils présentent des circonstances très variées. Certains semblent liés à des cambriolages qui ont mal tourné, d'autres paraissent plus prémédités. Vous avez aussi des agressions qui figurent dans le palmarès, donc là ça rentre encore plus dans le bizarre. L'analyse chronologique révèle des phases d'activité intenses alternant avec des périodes de relative accalmie. Cette périodicité, elle suggère soit des séjours en prison non identifiés, soit des déplacements vers des zones non couvertes par les enquêteurs européens. D'où l'expression « le fantôme d'Heilbronn ». Alors là, les flics allemands, ils en ont marre. C'est-à-dire qu'ils ont un fantôme là qui leur fait des doigts d'honneur. Ils vont donc mettre des moyens considérables pour arrêter cette personne. Vous avez le ministre de l'Intérieur qui s'appelle Bade-Württemberg qui annonce officiellement la création d'une cellule spéciale d'enquête dédiée exclusivement à l'identification et à l'arrestation du fameux fantôme d'Heilbronn. Écoutez bien, hein. C'est-à-dire que le ministre a mis en place une cellule spéciale rien que pour ça, rien que pour cette dame. Et donc cette cellule spéciale est baptisée Soko Parkplatz. Elle va rassembler une trentaine d'enquêteurs qui sont extrêmement expérimentés, issus de différents services, la police criminelle, la police scientifique, les services de renseignement. Il faut savoir que tous ces spécialistes, cette trentaine de personnes, elle va être complètement déchargée de tout travail pour être à 100% sur le fantôme d'Heilbronn.
J'arrive pas à le dire. Vous avez 30 personnes comme ça qu'on va recruter, qui va coûter une blinde, parce que ça coûte cher, hein, les gens comme ça. Donc là, vraiment, ils veulent l'attraper, ils en peuvent plus. Faut savoir que le budget initial alloué, il atteint 2 millions d'euros, qui est une somme considérable, qui témoigne de l'importance accordée à cette enquête. Ce budget, il va couvrir les salaires des enquêteurs dédiés à ça, mais aussi les frais d'analyse scientifique qui coûtent très cher, les déplacements internationaux, etc. Avec tous les moyens techniques qu'on connaît, voilà, tout ça, ça coûte extrêmement cher. Interpol est officiellement saisi, permettant une coordination internationale des enquêtes. Vous avez un mandat d'arrêt européen qui est émis contre le mystérieux, ou la mystérieuse criminelle plutôt, bien qu'aucune identité précise ne puisse être mentionnée sur la fiche rouge d'Interpol. Voilà, je sais pas si on va retrouver la fiche rouge d'Interpol de ce truc-là. Ce mandat, il est basé uniquement sur le profil ADN, et ça constitue une première mondiale dans l'histoire judiciaire européenne. On n'a jamais vu ça. À ce moment-là, les enquêteurs, ils vont établir une chronologie très détaillée de tous les crimes. Ils sont en train de ficeler le truc là pour l'attraper, ils en peuvent plus. Et donc cette timeline qu'ils vont créer, ça révèle un schéma géographique et temporel extrêmement complexe. Vous avez certaines périodes qui montrent une concentration de crimes dans des régions spécifiques. Ça va suggérer que la criminelle établit temporairement des bases dans certaines zones avant de se déplacer ailleurs. Une cartographie précise révèle des axes de déplacement privilégiés. Les enquêteurs vont noter que la mystérieuse femme semble emprunter régulièrement les mêmes routes, particulièrement les autoroutes reliant l'Allemagne du Sud à l'Autriche, mais aussi à la France. Des analyses comportementales sophistiquées sont conduites par des psychologues criminels spécialisés. Et le profil qui va ressortir de tout ça, c'est une personne extrêmement intelligente, avec un QI bien supérieur à la moyenne, une espèce de génie du crime, quoi, qu'on n'arrive pas à attraper. Quelqu'un d'apparemment extrêmement organisé, capable de planifier ses actions sur le très long terme. Alors que normalement, les crimes, c'est souvent impulsif et c'est pas très organisé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on attrape les gens. Sa capacité à éviter l'arrestation pendant 14 années suggère une connaissance approfondie des méthodes policières. Cette affaire, donc l'affaire du fantôme d'Heilbronn, ça va captiver rapidement l'attention des médias allemands, mais aussi européens. Le caractère mystérieux de cette criminelle insaisissable, combiné à la diversité et à l'ampleur de ses crimes présumés, ça en fait évidemment un sujet absolument incroyable pour les journalistes, mais aussi pour cette vidéo YouTube, les potes. Évidemment, ne spoilez pas en commentaire, s'il vous plaît, parce que sinon c'est pas marrant. Les magazines spécialisés dans les faits divers vont s'emparer de l'histoire avec passion. Des enquêtes journalistiques approfondies sont publiées, proposant diverses théories sur l'identité et les motivations de cette criminelle totalement mystique. Évidemment, plus il y a d'articles, plus la sauce monte, les amis. Là, la maillot, elle est montée, c'est-à-dire qu'il y a des articles qui se font, on n'arrive pas à l'attraper, ça gonfle, le truc gonfle, ça devient énorme. La télévision allemande, elle va consacrer plusieurs émissions spéciales à cette affaire. Vous avez notamment l'émission Aktensenken, allez non, j'y arrive pas. En gros, c'est un équivalent de perdu de vue, pour les Allemands, qui va diffuser plusieurs reportages sur le fantôme d'Heilbronn. Ces émissions, elles vont permettre de toucher un large public et de recueillir de nouveaux témoignages. Donc en Allemagne, il faut savoir que les gens étaient vraiment ultra passionnés par cette affaire. En France, on a peut-être un petit peu moins entendu parler, mais en Allemagne, c'est un fait qui est extrêmement connu. Vous avez des forums sur Internet qui vont se créer, qui rassemblent des milliers d'amateurs d'enquête criminelle, qui vont proposer évidemment leur théorie sur l'identité du fantôme. Plus la boule de neige augmente en roulant, eh bien plus il va y avoir de témoins, voilà, ça va encore emmêler l'enquête encore plus, puisqu'il y a plein de gens qui vont appeler « Oui, moi je sais, oui, moi je sais », et en fait tout ça est faux, comme la plupart du temps. La presse internationale, elle va s'intéresser également à cette affaire très singulière. Des articles vont paraître dans les principaux journaux européens et américains. Et c'est là que ça va prendre carrément une tournure mondiale. Ça va compliquer encore plus le travail pour les enquêteurs, puisqu'il y a encore plus de monde qui va appeler, voilà, qui va s'en mêler. Je vous parle pas des médiums qui savent tout, mais qui savent rien. On est maintenant en mars 2008, près d'un an après l'assassinat de la policière Michel. Et les autorités allemandes, elles vont franchir un cap décisif. Elles vont décider de diffuser publiquement un portrait robot de la mystérieuse criminelle. Tout ça établi à partir des rares témoignages disponibles, mais aussi des analyses techniques. Ce portrait robot, il résulte d'un travail minutieux de recoupement entre plusieurs témoignages fragmentaires. Quelques témoins affirment avoir aperçu une femme sur certaines scènes de crime. Et leur description reste floue et parfois contradictoire. Les experts ont néanmoins tenté de synthétiser ces informations parcellaires. Le portrait diffusé montre une femme d'apparence européenne, âgée d'environ 25 à 40 ans. Elle a les cheveux châtains, de longueur moyenne, et porte généralement des vêtements sombres discret. Son visage ne présente aucun signe distinctif particulier, ce qui explique en partie pourquoi elle est insaisissable. C'est lambda, on est sur une du pont de Ligonnès. Simultanément, les autorités annoncent une récompense exceptionnelle de 300 000 € pour toute information permettant l'arrestation de cette fameuse criminelle fantôme. Faut savoir qu'en Europe, c'est très rare qu'on donne des wanted comme ça, aussi élevés, pour des informations pour arrêter quelqu'un. Et donc ça témoigne de l'ampleur de l'enquête et de l'influence que ça a. Évidemment, la diffusion de ce portrait robot va provoquer une vague de signalements sans précédent, et en quelques jours, les services de police vont
recevoir plusieurs milliers d'appels de citoyens convaincus d'avoir reconnu la mystérieuse femme. Ces affluences de témoignages vont submerger les équipes d'enquête qui vont devoir traiter chaque signalement avec sérieux, et donc ça va prendre des lustres, ça va juste les noyer. Alors vous avez des dizaines de femmes qui vont être interpellées ou simplement contrôlées en Allemagne, parce qu'on suspecte que c'est elles, mais aussi dans les pays voisins. Évidemment, toutes ces vérifications vont se révéler négatives après analyse de leur ADN. Et donc tout ça va coûter extrêmement cher, et ça demande beaucoup de moyens. Ça va même commencer à créer des tensions au sein de l'Union européenne. Il y avait certains témoignages qui paraissent plus crédibles. Une vendeuse d'un magasin de Mannheim affirme avoir servi une cliente qui correspondait exactement au portrait robot quelques jours avant un cambriolage survenu dans le quartier. Vous avez également un conducteur de bus de Munich qui prétend avoir transporté une femme similaire le jour d'un vol à main armée. Ces témoignages, bien que troublants, ne permettent pas d'avancer concrètement. Donc l'effet psychologique de cette campagne de communication, il est considérable. Le fantôme d'Heilbronn devient l'ennemi public numéro 1 en Allemagne. Sa photo supposée est placardée dans tous les commissariats, mais aussi tous les postes frontières et tous les aéroports. Cette médiatisation transforme une enquête criminelle classique en une véritable chasse à l'homme, chasse à la femme, mondiale. Les pays voisins s'associent à cette campagne de recherche. Vous avez l'Autriche et la France qui vont diffuser également les portraits robots dans leurs médias et vont mobiliser leurs forces de police. Cette coopération internationale, rare pour une affaire criminelle de droit commun, ça témoigne encore une fois de la grosseur de l'affaire. Vous n'êtes pas prêts pour la chute, je crois. Bon, malgré l'ampleur des moyens déployés et la mobilisation de centaines d'enquêteurs pendant près de 2 années, l'investigation aboutit à une impasse totale. On ne trouve pas, les gars. Évidemment, les enquêteurs, ils sont complètement frustrés parce que là, c'est plus possible, quoi. Faut l'attraper, faut faire quelque chose. Vous avez des centaines d'interrogatoires qui vont être menés, qui n'apportent aucun élément décisif. Les enquêteurs ont questionné des milliers de personnes à travers l'Europe. Témoins potentiels, anciens détenus, informateurs du milieu criminel, membres de la communauté des gens du voyage, souvent soupçonnés à tort. Les recoupements entre les différentes affaires ne permettent aucune prédiction de ce qui va se passer après. Ça n'a aucun sens. Cette absence de logique apparente, ça va dérouter les enquêteurs qui sont eux habitués à traquer des criminels qui ont des comportements qui suivent des patterns reconnaissables. Bon, vous le savez, les criminels ils font un petit peu la même chose souvent. Cambrioleur il cambriole, tueur en série il tue en série. Un politique il fait de la politique, vous avez compris. Vous avez également les analyses psychologiques qui vont se révéler insuffisantes. Les experts consultés vont proposer des profils contradictoires, certains évoquant une psychopathe organisée, d'autres vont suggérer un groupe criminel, d'autres encore mentionnent des troubles de la personnalité multiples. Là encore, on voit qu'ils pataugent dans la semoule, c'est compliqué. Les enquêteurs font face à un paradoxe troublant, parce que d'un côté, ils disposent d'une quantité importante de preuves ADN, présentent théoriquement un avantage considérable dans une enquête criminelle moderne, mais de l'autre côté, cette abondance d'ADN, de preuves, ne les mène nulle part, car elle correspond à aucune personne connue des services européens. On est en 2008, et là, la hiérarchie, elle va se dire, bon, ça commence à coûter un peu cher, cette histoire, parce que les dépenses, elles vont dépasser déjà 5 millions d'euros sans résultat tangible. Donc évidemment, il y a des tensions qui vont commencer à se créer, puisque brûler de l'argent, c'est jamais bon. Vous avez des voix qui s'élèvent pour critiquer la stratégie d'enquête adoptée. Certains experts suggèrent que la focalisation excessive sur les preuves ADN fait négliger d'autres pistes potentiellement fructueuses. D'autres vont remettre en question l'hypothèse de base selon laquelle tous ces crimes seraient l'œuvre d'une seule et même personne. Et l'année 2008 va se terminer sans aucune avancée significative. On est au même point qu'au début, avec 5 millions d'euros en moins dans les poches. Vous avez des enquêteurs expérimentés qui disent n'avoir jamais été sur des enquêtes aussi bizarres, ils sont complètement déboussolés. Ils sont même un petit peu dégoûtés, ils veulent arrêter. Et c'est au début des années 2009, quand vraiment on a puisé toute la thune possible, toutes les ressources policières possibles, tous les cerveaux possibles pour trouver la vérité, que eh bien, on va se dire, est-ce que les tests ADN sont vraiment fiables, notamment dans cette affaire? Cette interrogation va naître principalement de l'impossibilité apparente de résoudre une enquête disposant d'autant de preuves génétiques. Si on résout pas le problème, c'est que peut-être le problème est ailleurs, notamment dans les tests ADN, puisqu'il y en a plein. Plusieurs experts en génétique légale s'étonnent d'une criminelle laissant autant de traces ADN, tout en demeurant totalement introuvable. C'est statistiquement quasiment impossible. Alors, au bout de tant d'années, voilà, on commence à réfléchir, à se dire, les gars, il y a peut-être une couille dans le pâté. C'est comme ça qu'on dit dans la police. Le professeur Wolfgang Eisenmenger, directeur de l'Institut de médecine légale de Munich, il exprime publiquement ses doutes sur la cohérence de cette affaire. Alors, autant vous dire que c'était pas un demi-cerveau, donc il savait de quoi il parlait. Il va dire lui-même qu'il est statistiquement improbable qu'une criminelle aussi prolifique n'ait jamais été identifiée par aucun service de police européen. Là, vous avez des spécialistes qui vont vraiment s'interroger sur la qualité des échantillons ADN. Ils notent que tous les crimes attribués aux fantômes présentent des traces génétiques de qualité remarquablement constante. Parce que, voilà, l'ADN, attention, c'est pas totalement parfait à chaque fois. Vous avez des qualités différentes qui peuvent être prélevées, et notamment sur les
scènes de crime, souvent, on relève des traces ADN qui sont de qualité très différente, souvent. Et là, c'est assez standardisé. C'est toujours les mêmes traces ADN de même qualité. Donc c'est un petit peu bizarre. En février 2009, vous avez un laborantin du laboratoire scientifique de Stuttgart, de police, qui remarque une petite anomalie un petit peu étrange. Il constate que les échantillons liés à l'affaire du fantôme ont été prélevés avec des écouvillons provenant du même fournisseur bavarois. Cette observation, apparemment anodine, va intriguer le laborantin. Le gars a fouillé une piste totalement improbable, c'est-à-dire qu'il est allé chercher le matériel qui avait été utilisé pour toutes ces enquêtes, mais surtout, où est-ce que ce matériel avait été fabriqué? Notamment les écouvillons. Les écouvillons, vous savez, c'est le truc là pour prélever. Il va remonter comme ça jusqu'à une entreprise où sont fabriqués ces fameux écouvillons, notamment Greiner Bio One, qui est situé en Bavière. Alors cette découverte, elle va rester initialement sans suite, car elle ne paraît pas significative aux responsables des laboratoires. Les écouvillons de cette entreprise sont largement utilisés par de nombreux laboratoires européens en raison de leur qualité et de leur prix compétitif. Elle va attendre comme ça dans un dossier quelques semaines, et c'est que quelques temps plus tard que cette info va être récupérée et elle va finalement révéler la vérité. Faut savoir que le jeudi 26 mars 2009 restera gravé dans l'histoire de la police criminelle. Ça restera le jour où la plus grosse erreur judiciaire moderne fut révélée. Parce que ce jour-là, un événement apparemment banal va déclencher une série de découvertes qui vont bouleverser cette affaire complètement mystérieuse. Dans les bureaux des services d'immigration de Munich, les fonctionnaires procèdent aux vérifications d'identité de routine concernant une demande d'asile. Le demandeur est un homme originaire du Kosovo, âgé d'une trentaine d'années, qui cherche à obtenir le statut de réfugié en Allemagne. Alors conformément aux procédures standards, les services vont effectuer un prélèvement ADN pour vérifier l'identité déclarée et s'assurer qu'il ne figure pas dans les fichiers de police européens. Cette analyse génétique de contrôle fait partie des mesures de sécurité habituelles dans le traitement des demandes d'asile. Voilà, on vérifie si le gars est pas trop bizarre. On va prendre son ADN, on va l'envoyer au laboratoire de Munich. Les techniciens vont traiter cette demande comme une procédure de routine, sans s'imaginer que tout ça va révéler l'un des plus grands mystères d'une affaire criminelle européenne jamais résolu, et c'est le 26 mars que les analyses de ce pauvre monsieur vont tomber. Ça provoque immédiatement un choc dans les services de police parce que l'ADN de ce demandeur d'asile masculin correspond parfaitement au profil génétique de la femme retrouvée un petit peu partout sur les scènes de crime. C'est une correspondance totale, indiscutable, on est sur une preuve scientifique parfaite, sauf qu'il y a un problème parce que c'est un homme, c'est de l'ADN d'une femme qu'on a trouvé. Un homme ne peut pas avoir l'ADN d'une femme, c'est pas possible. XY, XX, on connaît, voilà. Parfois il y en a XXY, il y a des petites variations. Francis Holmes, je crois, et il a XXY. Si vous saviez pas, Francis Holmes a une maladie génétique. Il est pas totalement homme, il est pas totalement femme. Évidemment, là, on constate que c'est une situation qui est impossible, et donc on va demander au laborantin de refaire les analyses, mais ça va encore une fois confirmer. Donc là, évidemment, on va comprendre que si un homme a l'ADN d'une femme, c'est que finalement, le test ADN a un problème. Le directeur du laboratoire de Munich, le docteur Friedrich Büttner, va prendre immédiatement contact avec ses collègues des autres laboratoires ayant traité des échantillons liés aux fantômes. Cette coordination technique va révéler rapidement l'ampleur du problème. En quelques heures, les vérifications croisées entre laboratoires vont confirmer l'hypothèse la plus redoutée. Tous les échantillons prélevés sur le fantôme d'Heilbronn présentent le même profil génétique que ce pauvre demandeur d'asile kosovar. Et là, évidemment, on va comprendre que les échantillons étaient tout simplement contaminés. L'enquête technique d'urgence lancée immédiatement révèle rapidement la source du problème, mais aussi de la grosse honte internationale qui va se passer, parce que tous les échantillons d'ADN attribués au fantôme d'Heilbronn ont été prélevés avec des échantillons de coton produits par la même entreprise bavaroise, la fameuse entreprise Greiner Bio One. Cette société créée en 1963 est spécialisée dans la fabrication de matériel médical et scientifique. Elle fournit ces fameux écouvillons stérilisés à de nombreux laboratoires de police scientifique à travers l'Europe. C'est pas cher, ça marche bien, on se fournit chez eux. Et donc là, on va investiguer sur comment ces trucs-là sont fabriqués, parce qu'on sent qu'il y a un problème. Et ça va révéler des négligences dramatiques qui vont expliquer 16 années d'erreurs judiciaires. Parce que les écouvillons qui sont dans l'usine qui est en Autriche, il y a une employée de l'usine qui fabrique les cotons-tiges, les gars, pour la police, une employée qui ne portait pas systématiquement de gants. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 15 ans? Non mais c'est honteux. C'est honteux. Cette femme identifiée comme étant originaire d'Europe de l'Est était une simple ouvrière embauchée en 93 pour effectuer les tâches de conditionnement des produits finis. Elle menait une vie parfaitement normale, travaillant consciencieusement dans cette usine, sans imaginer un instant que son ADN allait déclencher l'une des plus grandes enquêtes criminelles européennes. En fait, le fantôme d'Heilbronn, vous aurez compris, c'était elle. Elle avait pollué
volé de son ADN tous les écouvillons. Est-ce que c'est pas incroyable? 5 millions d'euros elle aura coûté là. Bon, la contamination, elle va s'expliquer par des défaillances multiples dans les procédures de fabrication. Évidemment, elle n'est pas la seule coupable, hein. Il n'y avait pas de contrôle, il y avait un problème de fabrication sur la chaîne. Les écouvillons, ils étaient censés être stérilisés et exempts de tout ADN humain, et les contrôles qualité étaient insuffisants pour détecter cette contamination génétique. L'employée, elle touchait les écouvillons avec ses mains nues lors des opérations de conditionnement. Parce que c'est pas incroyable, t'es là à fabriquer des écouvillons d'ADN, tu le touches avec tes mains. Pendant 15 ans en plus, les gars. Les cellules de sa peau se déposaient sur les écouvillons, y laissant des traces d'ADN qui résistaient partiellement aux procédures de stérilisation. Évidemment, cette contamination, elle était invisible à l'œil nu, donc on pouvait pas voir si le contrôle de qualité était nul. Si les mecs, ils faisaient comme ça, ouais, c'est bon, c'est stérile, ça dégage. On le voyait pas, ça passait à la trappe. C'est exactement ce qui s'est passé en 15 ans. Et justement, la période de contamination, elle correspond exactement à la durée d'emploi de cette femme dans cette entreprise, notamment de 93 à 2009, soit 16 années. Et cette coïncidence temporelle, elle explique pourquoi les premiers crimes attribués aux fantômes datent de 93, et pourquoi l'ADN mystérieux disparaît brutalement des nouvelles scènes de crimes après 2009. C'est le 26 mars 2009 que l'annonce officielle est faite, ça provoque un séisme médiatique total. Alors le problème, c'est qu'on doit réexaminer également toutes les enquêtes qui ont été attribuées aux fantômes, puisque ça n'a aucun sens, puisque c'était une pauvre dame qui travaillait dans une usine. Donc là, ça va réouvrir des centaines d'enquêtes, c'est un vrai bazar. On est sur une honte totale, hein. Faut savoir qu'il y en a qui ont démissionné, qui se sont fait virer, c'était vraiment très grave. Il faut savoir qu'à la fin de cette enquête, qui est complètement hallucinante, le coût aura été de 16 millions d'euros. Vous avez également les familles des victimes qui ont été baladées pour une raison totalement bête. Vous avez des vraies pistes qui ont été négligées sur les affaires au profit de fausses pistes du fantôme. Et donc plus vous attendez, évidemment, plus c'est compliqué de résoudre des enquêtes qui ont déjà 15 ou 16 ans en arrière. L'impact psychologique sur les enquêteurs est considérable. Alors, les autorités allemandes, elles vont reconnaître publiquement leur erreur, notamment dans une conférence de presse organisée le 27 mars 2009. Vous avez le ministre de l'Intérieur allemand qui va présenter officiellement ses excuses, notamment aux familles des victimes et à l'opinion publique, parce que voilà, c'est de l'argent public, c'est complètement débile, donc c'est une erreur vraiment honteuse. Il y a des journaux qui parleront même de plus grande erreur policière du siècle, hein, vraiment. Ça a provoqué une remise en question profonde des méthodes et procédures de la police scientifique européenne. Donc on va apprendre de cette erreur pour que ça se reproduise jamais, évidemment. Vous avez notamment une première conséquence qui est la refonte complète des procédures de contrôle qualité dans la fabrication du matériel de prélèvement ADN. L'entreprise qui fabriquait ces écouvillons va devoir revoir complètement sa chaîne. Vous avez des nouvelles normes qui sont mises en place, tous les laboratoires doivent réviser leur protocole d'analyse, vous avez des procédures croisées, enfin vraiment tout est refondu à cause de ce truc-là. Pour l'assassinat de cette pauvre policière qui est Michelle Kieswetter, l'enquête elle va prendre une orientation radicalement différente puisque on sait que maintenant c'est pas le fantôme puisque le fantôme n'existe pas. C'est le 4 novembre 2011 qu'on va trouver finalement la solution pour cette affaire, cette pauvre policière. Soit près de 4 ans et demi après l'assassinat et 2 ans et demi après la révélation de l'erreur du fantôme. En fait ce jour-là vous aviez 2 hommes qui sont retrouvés morts dans un camping-car en feu à Eisenach, en Thuringe, et la circonstance de leur mort est plutôt bizarre. Le véhicule est explosé après un braquage de banque raté, et les 2 occupants sont décédés dans l'incendie. Alors au début, on va penser à une autosuppression en groupe pour éviter de finir en tôle. Ça paraît quand même un peu étrange. Là, évidemment, on va identifier les victimes avec des nouveaux écouvillons. On va trouver une information capitale pour l'enquête sur l'assassinat d'Elbron. Il s'agit d'Uwayne Bonhart, qui a 34 ans, et de Mondlos, qui a 38 ans, 2 militants d'extrême droite originaires de Thuringe et recherchés depuis des années pour diverses activités un peu sombres. Donc là en fait on va découvrir que c'était un groupe de néo-nanins qui faisait qui faisait péter des trucs voilà pour revendiquer leurs idéologies. En gros ils volaient les armes et ils en profitaient pour buter les gens. Alors faut savoir que cette attaque elle avait finalement été planifiée depuis plusieurs mois, c'était pas un truc sur un coup de tête. Et donc cette affaire du fantôme d'Elbron restera l'une des erreurs les plus monumentales que la justice européenne ait pu faire. Merci à tous.